L'adoration d'une relation amoureuse dans un univers quelconque est souvent synonyme de fantasme. Un fantasme qu'on rêverait de faire réalité de par la beauté qu'on nous raconte l'histoire que nous suivions. Le fait d'apprécier les aventures d'une relation amoureuse d'un univers fictif reflète très souvent un sentiment d'aventure qu'on rêverait de vivre. Lorsque l'on regarde une aventure comme celle-ci, on a l'impression que rien ne pourra jamais briser une relation pareille. Et le sentiment de la peur est aussi un facteur de tout ça. En effet, dans la vraie vie, on n'a pas souvent le luxe de vivre ce que la fiction vit, et de par cette réalité, beaucoup de couples se brisent dans la vraie vie, souvent par lassement, par ennui, en gros le fait de ne rien faire de spécial de leur vie quoi, ça arrive. C'est pour cela qu'on admire les relations amoureuses fictives, car on sait que quoi qu'il se passe, les chances que cette relation aboutisse à une fin heureuse sont quasiment sûres, et c'est pour cela aussi que la peur s'installe, car au fond de nous, on sait très bien qu'on ne pourra jamais vivre les choses uniques que l'on a très souvent admirées dans ces fictions. Dans le monde du manga, chaque œuvre qui met en scène une relation amoureuse raconte la vision de l'auteur sur l'amour. Et pour être honnête, très peu d'œuvres m'ont convaincu. En effet, j'aime beaucoup les relations amoureuses dans les mangas ou les animés, mais parfois certaines d'entre elles sont tellement perchées que finalement ça me sort de cette histoire et ma faculté d'identification ne fait que baisser. Il y a quelques années, j'avais parlé de Tsukigaki Rei comme étant un animé tellement vide et peu intéressant que c'en était vraiment... horrible quoi. Même maintenant je le pense toujours, mais j'ai remis en question mon jugement sur l'évolution de la relation qui est finalement pas si mal quoi. Aujourd'hui, les seules relations amoureuses qui ont réellement de l'estime pour moi dans le monde du manga uniquement, animation aussi, bien c'est le Jerza et Groovia dans Fairy Tail. Pourquoi? Parce que je les suis depuis des années. Yu et Fuka du manga Fuka, de par leur réalisme et de leur passion en commun qui m'ont bien convaincu. Shina et Sorata de Sakurasu de par leurs différences et de leur évolution. D'ailleurs j'ai toujours pensé que Shina était l'incarnation même du monde du manga, en gros un perso tellement perché mais qu'on adore, et Sorata le reflet total du monde réel. Et pour finir, Tomoya et Nagisa de Clannad, de par un développement de personnages génialissime et d'un réalisme plus que parfait. Et pour ces couples, hormis peut-être ceux de Fairy Tail, mon identification a été tellement parfaite et totale que j'en suis heureux. Mais il y en a un qui a tout changé, un qui a remis clairement en question ma vision sur l'amour et m'en a montré une nouvelle facette. Je parle de la relation amoureuse de Harima Kosei et de Kaori de l'anime Shigatsu wa Kimi no Uso. Je tiens à préciser que tout ce qui va être expliqué dans cette vidéo ne reflète que mon avis personnel, mon ressenti. Alors ne te sens pas insulté car ton couple préféré n'est pas le mien. Ne te sens pas offensé car ma vision sur ce couple est différente de la tienne. On est ici pour partager une passion, inutile de se faire la guerre pour une question de goût qui au final ne changera pas à la fin pour les deux camps. On est là pour s'amuser et pour parler. Je vais faire un bref résumé pour ceux qui ne connaîtraient pas du coup l'anime Shigatsu wa Kimi no Uso ou Your Line in April pour nos amis anglophones. L'anime nous parle d'Amira Kosei, un ancien génie qui a perdu son talent pour le piano suite au tragique décès de sa mère. 2 ans plus tard, Harima a complètement laissé tomber le piano et n'est plus que l'ombre de lui-même. Ces années de ténèbres se transformeront petit à petit en un éclat de lumière suite à sa rencontre avec Kaori, une violoniste de génie qui ne compte pas laisser Amira sombrer dans les ténèbres et va tout faire pour lui redonner la joie et la passion de la musique. Bon, voilà, c'est très grossièrement résumé, mais parler de l'anime dans sa globalité n'est pas le sujet de la vidéo. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu l'anime, vous allez devoir vous contenter de ça. D'ailleurs, petite info avant de vraiment commencer la vidéo, je vais devoir légèrement spoiler à des moments, mais ne t'inquiète pas, lorsque je vais spoiler, je vais mettre une petite time pour te guider vers là où tu dois te rendre pour éviter tous les spoils, donc ne t'inquiète pas. Pour le moment, il n'y en a pas, donc c'est tout ce qui compte. Harima et Kaori sont des personnages qui se complètent et ont une énorme évolution durant les 22 épisodes de l'anime. Déjà, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur eux? Kaori qui va faire découvrir à Harima des émotions étrangères. Et c'est grâce à ces nouvelles émotions que Harima va pouvoir affronter son traumatisme et combattre son passé pour avancer vers l'avenir. Déjà, il faut parler de Kaori. Ce personnage est direct dans mon top 10 de mes personnages préférés de tout manga et anime confondus. J'en parlerai un peu plus en détail lorsque je vais spoiler, mais déjà, je ne peux exprimer mon sentiment sur ce personnage. À chaque fois que je la voyais dans un épisode, j'avais un énorme sourire parce que je savais que j'allais rigoler. Ce personnage a un don pour te remonter le moral et te donner goût à la vie. Et même quand elle est triste ou quand elle pleure, mon cœur il se serre car moi je veux la voir sourire parce que déjà elle est tellement belle. Même l'anime il est beau. Mais qu'il est beau!
Et déjà, ce qui est cool aussi avec ce personnage, c'est qu'elle ne sert pas uniquement de moteur scénaristique pour faire avancer le personnage masculin. Non, elle aussi, elle a une histoire qui va s'étendre jusqu'à la fin du manga, ce qui va en faire déjà un personnage indispensable, et ce personnage est extrêmement important. Donc la romance entre les deux personnages est tellement magnifique, bien amenée, bien écrite, et tellement bien résumée avec ces seules et uniques phrases. Lorsque l'on rencontre l'être aimé, on ne ressent plus les choses de la même façon. On voit le monde en couleur, le monde en devient plus rayonnant. Cette phrase, elle m'a marqué, car elle résume à la perfection comment doit avancer une histoire d'amour et montre l'évolution de la relation entre Kaori et Arima. J'ai été tellement submergé par cette romance qui a gagné en maturité avec tous les personnages de l'anime, car oui, cette romance évolue avec tous les personnages, entre Tsubaki qui se rend compte de ses sentiments, nous fait comprendre à travers ses simples mots, les sentiments propres de Kaori, avec ces simples mots, je l'aime comme un petit frère. Ce sont les mots prononcés par Tsubaki, qui avait des réels sentiments pour Arima. Et quelques mois plus tard, Kaori prononce exactement les mêmes mots, ce qui montre qu'elle a exactement compris les sentiments de Tsubaki et qui lui fait comprendre qu'elle aussi, elle ressent de l'amour pour Arima. Car oui, une romance qui évolue avec son entourage est une relation presque parfaite. Même certaines scènes m'ont marqué, la fameuse scène avec les Lucioles, mais qui est vraiment magnifique. Ou encore le pont du courage, qui prouve que leur relation est spéciale. C'est la relation amoureuse, de toute façon, qui m'a le plus touché parmi tous. Kaori va devenir l'ange d'Arima, sa raison d'être et son retour dans le monde de la musique. Cependant, Kaori n'est pas la seule source d'espoir pour Kosei, car Kosei a aussi un rôle important, mais pour cela je vais devoir l'expliquer en détail, donc je vais devoir spoiler. Alors, spoiler, 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 spoiler. C'est bon, t'es parti, c'est bon? Alors, on apprend que Kaori a une maladie très grave et qu'à cause de cette maladie, elle n'est plus en mesure de jouer de la musique, ce qui va la torturer psychologiquement et va la plonger dans les ténèbres là où Amira avait plongé bien avant elle. La jeune fille souriante était devenue l'ombre d'elle-même. Cependant, Arima était totalement impuissant face à cette maladie, car c'était une maladie que seule Kaori pouvait contrer parce que ça concernait uniquement son corps. Mais c'est en se donnant à fond pour le piano, en affrontant ses démons, que Kaori a pu retrouver la force de combattre sa maladie. Mais cependant, malgré les efforts de Kaori, elle meurt suite à son opération. On a le droit du coup à l'une des scènes les plus magnifiques que j'ai pu voir de tout anime confondu entre Kaori et Kosei, qui ont leurs âmes en connexion pendant la prestation finale de Kosei. Et on apprend à la fin que Kosei a été la source de motivation pour Kaori depuis toujours. En effet, c'est de Kosei que vient la passion pour le violon de Kaori et pour pouvoir jouer avec lui. C'était son rêve depuis le début. Vous vous rendez compte quand même? Le Kosei passionné de son jeune âge a donné de la joie à Kaori, qui a ensuite rendu toute cette joie, ce sentiment de croire en l'avenir pour ramener celui qu'elle admirait tant. Tu parles d'un cadeau divin? Il est beau le destin. Et ainsi, avec tout ça, elle a pu lui avouer tous ses sentiments. Et pour remercier cet amour, Kaori a redonné la joie de vivre à Kosei. C'était son but depuis le début, alors qu'au début de l'anime, on était persuadé que c'était Kosei qui était amoureux de Kaori en premier. Alors que non, Kaori a toujours été amoureuse de Kosei depuis le départ. Mais c'est magnifique. C'est magnifique, et je suis sûr que beaucoup de gens ne l'ont pas vu de cette façon-là, qu'ils ne l'ont pas bien analysé, et que tout ce qu'ils ont retenu dans cette histoire, c'est que Kosei a perdu celle qu'il aimait. Alors qu'il y avait quand même un cadeau divin derrière ça. C'est quand même dingue. Je veux dire, la passion d'une personne a pu faire naître une autre passion, et c'est à travers de cette passion-là qu'est né l'amour. Un amour, certes, qui a mal tourné, un amour qui s'est transformé en tragédie, mais qui a fait évoluer jusqu'à son... le personnage de Kosei, c'est vraiment magnifique. Alors oui, on savait qu'elle allait mourir, on le sentait arriver avec tous les médicaments qu'elle prenait, le fait qu'elle tombe à l'hôpital, on savait qu'elle allait mourir à un moment donné ou que quelque chose de grave allait lui arriver. Mais dans tous les cas, on savait que finalement, à la fin, on n'aurait pas de fin heureuse. Mais ce n'est pas ça qu'il faut retenir dans cette histoire. Tout ce qu'il faut retenir, c'est vraiment le chemin parcouru, vraiment la relation qui s'est construite, le lien qui s'est créé, les âmes qui sont rentrées en connexion, la passion derrière tout ça. Il y a énormément de choses qui s'est créées. Et c'était ça le but de l'anime, ce n'était pas de se préparer à une éventuelle mort de Kaori, mais c'était de se préparer à un éventuel deuil.
Parce que le but de Kaori était de permettre justement à Kosei de réussir son futur deuil, parce qu'elle savait qu'elle allait mourir, ou du moins elle avait préparé cette éventualité, et de réussir à faire le deuil à Kaori, là où il avait échoué la première fois avec sa mère, qui l'avait complètement détruite. Et en plus, Kaori, qui se sentait condamné, a repris de l'espoir grâce à ses sentiments pour Kosei. C'est pour ça que ce couple est fabuleux. Et c'est grâce à tout ce chemin parcouru, à tout cet amour, que cette romance m'a touché. Il faut pas retenir la mort de Kaori comme étant le plus grand moteur scénaristique de cet animé. Non, 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 ce qu'il faut retenir, c'est que c'est tout ce qu'elle a accompli pour préparer Kosei à cette éventualité. C'est ça qu'il faut retenir. Bon, maintenant on est en fin de zone spoil. Il m'a fallu un deuxième visionnage pour comprendre tout ce que je viens de vous dire dans la zone spoil, parce que franchement il y a beaucoup de choses qui m'ont échappé, et je pense qu'il y a encore à l'heure actuelle d'autres choses qui m'ont échappé, ce n'est que mon deuxième visionnage, car au début je voyais cette romance comme une romance des plus banales, que j'ai appréciée durant mon premier visionnage et que j'ai un peu oublié, sauf l'opening 1 qui est juste génialissime, mais finalement l'animé je l'avais plus ou moins oublié, et c'est à mon deuxième visionnage que j'ai vraiment tout compris, c'est avec mon deuxième visionnage que j'ai compris certaines choses que je n'aurais pas compris sans ce deuxième visionnage, et c'est pour ça que je vous encourage à revisionner un animé que vous avez vu il y a fort longtemps, et parce que franchement une nouvelle vision pourrait se créer de par votre maturité qui a évolué. Cette romance m'a marqué de par sa maturité, ses enjeux et ses sacrifices. En plus d'avoir un graphisme de dingue, la musique accentue les sensations et les sentiments créés par la relation. Alors certes, ce n'est pas un couple, mais ça ne changerait en fait que c'est mon histoire de romance préférée dans le monde de l'animation. Alors oui, il y avait celle de Nagisa et Tomoya de Clannad que j'appréciais énormément, qui était premier avant que je revisionne une deuxième fois Shigatsu wa Kimi no Uso. Et je ne pense pas trouver mieux, mais j'ai tout de même l'espoir de découvrir une histoire tout aussi touchante et enrichissante que celle-là. Vous pouvez me dire, vous, quelle est votre romance préférée, mais pour moi, c'est celle-ci, et elle est à l'heure actuelle inégalable.